faut reconnaître qu'il y a une distribution sidérante. Oui. A posteriori. On est donc au mois de février 1974. Tu as cité Yanis Kokos, auteur des costumes, de la scénographie. Il y avait parmi beaucoup d'autres Marie-Pierre Cazet, de nouveau, Françoise Bertin, Claude de Guilliam, Geneviève Page, beaucoup de transfuges de l'ex-TNP, Alice Rechen, Roland Blanche. C'était une rencontre appelée à se prolonger. Maurice Coussonneau, qui avait été le bras droit de Jean Villard à l'époque héroïque du théâtre du Festival d'Avignon, Gérard Darmon toujours, Gérard Giroudon, aujourd'hui doyen de la Comédie Française, qui faisait le fils d'Ulysse, Jean-Claude Jay, acteur formidable, Philippe Corsan qui ne te quittera plus, Francis Lemaire qui vient de nous quitter, Jean Martin, oui, qui avait créé peu de temps avant maintenant Godot, et je parlais avec lui beaucoup de ça. Oui. Jean-Jacques Moreau, Michel Deray, Pierre Santini, Pierre Tornade, ancien des Branquignoles. C'est marrant parce qu'il y a plein de familles de théâtre là-dedans. Et alors, il y a une chose qui était extraordinaire, je vais dire simplement, parce que je vais rester sur la superficie de mon œuvre magnifique, il y avait quand même une chose extraordinaire dans ça, c'est qu'il y avait en effet, le début c'était le cheval de Troie, et c'était deux guerriers, un Ramaria qui était à l'intérieur et qui parlait, tu as fait tomber ton casque dedans, on a cru que le cheval avait pété, en fait, les terrorisés, etc. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on parlait, je ne sais pas si vous savez, il y avait une publicité Ajax qui était la Tornade Blanche. Et on parlait d'Ajax joué par Pierre Tornade et Roland Blanche. Donc c'était quand même assez étonnant comme début de distribution. Alors, la fin est assez étonnante aussi. Mais le début est pas mal non plus. Oui, et le milieu donc. Oui. Non, il y a là vraiment ce goût extraordinaire du verbe, je dirais, de la profusion du verbe, qui va se développer encore chez toi dans les pièces ultérieures. J'ai parlé d'Audiberti tout à l'heure, mais il y a de ça quand même. Parce que il revient effectivement, bien sûr, dans son palais d'Ithaque, mais ça ne se passe pas bien du tout, puisqu'il va être trucidé par un pirate qui surgit à la fin de la pièce, et qui va le mettre devant son passé trouble, puisque comme on sait, quand il a entrepris ce voyage de retour depuis Troie, il a été happé en quelque sorte par toutes sortes de femmes, plus séduisantes les unes que les autres, Circé, Nausicaa, etc. Et il a laissé des traces auprès de l'une d'entre elles, en particulier de Circé la stupéfiante. Et on entend alors Pénélope éclater en sanglots quand elle découvre qu'il lui a été infidèle. Ses pleurs ressemblent étrangement au terrible rire de Circé, qui était, comme on sait, une magicienne. « Ah, c'est ça, c'est bien ça, dit Ulysse, j'aurais dû y penser. Un si bon archer, celui qui vient de le transpercer d'une flèche, ce ne pouvait être que mon fils. Non, ne bougez pas, laissez-le partir. Volubilis, vieux mangeur de fleurs, tu dois rigoler de me voir comme ça. J'aurais peut-être dû t'écouter. Et toi, petite Nausicaa, en ce moment tu laves ton linge blanc? Non, s'il vous plaît, laisse-moi. Poète, ayez pitié de moi. Ne touchez pas à ma mort, ne la chantez pas. Vous voyez bien, je meurs, c'est tout. » Il éclate de rire, se tourne vers le public et lui jette. « Histrion, maquillé, je vous vois maintenant. Tous, pantins fardés, comédiens grotesques au nez rouge. Il va bientôt être l'heure de pleurer, acteur de mauvaise comédie. Moi je sors. Adieu, figurant de la terre, je vais prendre le thé. » Il tombe, l'Olympe s'allume et Athéna, d'un coup de baguette, pétrifie tout le monde. Tous sont immobilisés dans leur course. Athéna. « Père, tu as fait ça ?» Zeus. « Là, c'est pas moi, c'est le hasard. Il ne faut pas exagérer tout de même. » Toiletteur. Musique des hommes d'Ulysse. Fin, rideau. Parce qu'il va prendre le thé parce que quand il va prendre le thé, parce que le monde des morts dans cette pièce est un hôtel de 1880 où il est toujours 5 heures et on boit du thé. C'est pour ça qu'il fait prendre le thé. Oui. Et en effet, c'était une possibilité. Il y a eu une version comme ça qui n'est pas du tout celle d'Homère, mais il y avait une idée que Ulysse en réalité est tué quand il revient à Ithaque par le fils qu'il a eu avec Circé, un fils adultérin. Voilà, et c'était mieux qu'il meure à la fin, parce que comme ça, je me disais, personne ne va s'en servir une deuxième fois. Dieu le veut. Tu te souviens de Dieu le veut? Monté à Avignon, créé à Avignon, au cloître des Célestins en juillet 75, mis en scène par toi-même, avec toujours une scénographie et des costumes de Yanis Kokos, une musique de Georges Kouroupos, qui était un compositeur dont on parlait beaucoup dans ces années-là. On en parlait d'autant plus que c'était quelqu'un qui était à l'époque des colonels en Grèce. C'est quelqu'un qui avait fui, qui avait été persécuté, qui avait fui évidemment, qui ne pouvait plus travailler là-bas, et donc qui était un compositeur que Yanis m'avait
c'est un peu le gang grec, hein, que Yanis m'avait présenté et qui avait fait la musique de cette espèce d'opéra étrange sur Dieu le veut et sur les croisades. Et il y avait un très grand chanteur d'opéra aujourd'hui qui est très connu, qui s'appelle Spiros Tsakas, qui débutait dans cette histoire. Oui, il y avait Claude Aufort, il y avait Michel Berthaud, oui. Roland Blanche, ses compagnons, il y avait François Giret, Roger Mirmont, Jean-Paul Muel, etc. Et là alors, nous sommes dans une célébration du verbe. Je ne voudrais pas une fois de plus citer l'écrivain, l'auteur dramatique, déjà maintes fois convoqué, mais quand même je voudrais te demander de lire ça, parce qu'il y a là-dedans une sorte de puissance lyrique qui est tout à fait impressionnante. C'est le tout début donc de Dieu le veut. Non, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Ben, moi, si, et c'est très bien. Bon. C'est très, très lyrique. Arrivé d'un personnage au visage peint en bleu, vêtu d'un costume très expressionniste, sorte de sorcier contemporain, mélange de cap, moiré et de guenille, luxe et boue. Il a une canne et un chapeau. Sa démarche est parfois celle d'un dandy, parfois celle d'un bossu. Il parle d'une façon exaltée, puis langoureuse et persuasive. Cherche la complicité avec le public pour l'entraîner dans son univers, puis la rompt avec cynisme et ricanement. Nous nommons ce personnage le récitant. Le récitant. Mesdames et messieurs, jolies vierges, boutiquiers, princes et duchesses, s'il en reste, grosses automobiles de velours, réparateurs de sanitaires, sous-préfets dorés de chêne, accourez. Musique, musique. Les musiciens jouent un court morceau. Suicidaires, retenez vos revolvers, les vraies raisons d'appuyer vont venir. Entrez, entrez, les capitaines, les mirlitons, les jardiniers, vous êtes tous dans la ronde. Musique, musique. Allons-y, allons-y, financiers, verront entrer. Non, ne laissez pas vos bestioles au vestiaire. Gardez vos larves dans la tête. Parachutistes, sautez ici. Come in, suceuse d'ice cream, bateau de plaisance et de plaisir, capsule de Coca-Cola. Come in. Musique, musique. Rampez, glissez, lustrez-vous les uns aux autres. Curés, bêtes à poil, gallinacés, chevelus, vaches, aigles au bec de duc édenté, dromadaires avec une lune et soleil sur les chines. Clip-clop, 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 je vous entends. Vous êtes là, les souriceaux de Mongolie, suivis d'une longue liste de journalistes. Liste. Bravo, musique. Non, je ne vous avais pas oublié les speakerines de télévision, marionnettes en couleur pour peuple noir et blanc, les babilleuses à la laine drogueuse. Laissez-les passer. Faites asseoir le tracteur que conduit cette danseuse de castagnettes. Égalité pour tous, encore 2 rats et une marquise. Par ici, s'il vous plaît, voilà, tout le monde est là. Non, un morceau de banquise et la reine de Saba, accompagnée de par 3 ministres d'État. Petit enfant blondiné, ne cherche pas le diable, il est de ce côté. Voilà, full up, lieno. Stop, complet. À vous, mesdames, au gros bidon, vous pouvez vous pousser vos quintuplés pour les mettre au monde, devant le monde, le vrai monde, le nôtre. Nous allons commencer. Musique. Cette histoire appartient à l'histoire, si toutefois l'histoire peut se raconter comme une histoire. Le récitant Moyen-Âge. La scène s'éclaire, etc. Et ça commence. Qui disait ça? Jean-Paul Mel. Et d'ailleurs, Jean-Paul a eu des critiques absolument formidables dans ce spectacle qu'il a toujours et qu'il lit tous les matins en pleurant. Oui. Tellement il se trouve, c'est bouleversant, il s'adore. C'est une autre facture par rapport à tes travaux précédents. C'est encore plus lyrique, encore plus écrit. Je sais pas, tu sais, moi je ne fais pas très attention à la facture, à tout ça. C'est des choses, je ne fais pas partie des écrivains qui savent écrire bien. Je fais partie des gens qui entendent un peu des voix, qui entendent des choses et qui essayent d'attraper le personnage qui les dit et de le suivre et qui m'entraîne. Mais je ne fais jamais, tiens, voilà un beau sujet, la pollution, la guerre en Iran. Enfin, le seul beau sujet que j'ai fait, c'est Sarkozy un jour, avec René Énervé. Mais là, quand j'ai relu ça il y a peu longtemps, quand Claire m'a demandé de l'éditer, j'ai relu, et je me suis aperçu que c'était exactement la première guerre de Bush contre l'Irak. C'est-à-dire que c'était une déflagration de sauvages armés casqués qui étaient les croisés contre des peuples extrêmement subtils, extrêmement raffinés, que ce soit les Juifs qu'ils ont massacrés en Italie, que ce soit les fameux Hachichines, les assassins Hachichines, c'est des gens délicieux. C'était une barbe de crétins, d'occidentaux, de chevaliers de l'Occident. C'est les gens de Civitas, c'est les mêmes, qui étaient déjà là, et qui vont massacrer ce que la civilisation avait de plus fleuri et de plus parfumé.
Et finalement, c'est exactement la position des Américains face à l'Irak. Et ça vraiment, je me suis dit, tiens, c'est dommage que ce ne soit pas rejoué aujourd'hui, parce que, enfin, c'est dommage, ça ressemble beaucoup. Ce sont des années épatantes pour toi, là, puisque tu as évoqué Jean Mercure, le Théâtre de la Ville, le Festival d'Avignon, le Théâtre de Chaillot en 1975 pour Omphalos Hotel. Oui, là, j'avais une petite fureur d'écriture. C'est vrai qu'en 1975, je crois que j'ai eu 3 pièces qui ont été jouées. Qui ont été, en effet, il y avait Dieu le veut, mais il y avait aussi une pièce que j'avais écrite. Avant, il y avait une pièce en 1972 que j'ai beaucoup aimé faire, qui s'appelait Par-delà les marronniers, où moi, la rencontre des 3 écrivains que j'ai essayé de célébrer, c'est une des rencontres les plus fortes littéraires que j'ai eues. C'est celle de Jacques Vacher. Jacques Vacher, qui était l'homme qui a fait de Breton ce qu'il est devenu, c'est-à-dire c'était un interprète de l'armée anglaise, de l'armée française avec l'armée anglaise pendant la guerre de 14. C'était un écrivain qui a écrit les lettres de guerre, qui a écrit 25 lettres à Breton. Breton était à ce moment-là chirurgien, médecin militaire, et tout à coup il a lu ces lettres, il a été illuminé, il a commencé à créer le surréalisme par Jacques Vacher. Ces lettres de guerre sont absolument faramineuses. Il s'est foutu en l'air à 25 ans en se rendant à l'hôtel de France à Nantes. Il y avait après Jacques Rigaud, secrétaire de Jacques-Émile Blanche, qui était un magnifique dandy qui s'est aussi suicidé. Et il y avait le plus grand des plus grands qui était Arthur Cravant, neveu d'Oscar Wilde, poète et boxeur, qui a défié, qui vendait son journal, qui s'appelait maintenant dans un petit radeau d'enfants, et qui a défié le champion du monde de boxe. Il ne boxait qu'à partir du moment où ses gants de boxe étaient remplis, étaient bourrés de boucles de femmes blondes. Et c'était des gens qui ont été, pour moi, et qui est mort en ramant dans le golfe du Mexique. C'est des gens qui, pour moi, m'ont fait comprendre à quel point ce qu'on pouvait faire avec l'écriture, ce qu'on pouvait essayer de faire, c'était vraiment d'aller ailleurs. C'est-à-dire de casser le ronron des formats, le ronron de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est vrai que c'est tout ce mouvement dont ils sont les fils de dadaïsme, et pour moi la plus grande libération et la plus grande révolution, je trouve, oui, littéraire, enfin, je sais pas, plus que ça, artistique, ces gens qui, après 2500 ans de civilisation raffinée, s'aperçoivent que ça aboutit en 1915 à 11 millions de morts, et dit on arrête tout, l'art, tout, on casse tout, ça ne veut plus rien dire. On prend on l'a mis dans les dada, et commence cette espèce de liberté d'aller dans les endroits interdits, de liberté d'aller dans les mauvaises herbes de la culture. Ça donne l'inconscience, ça donne l'écriture automatique, ça ouvre des champs inexplorés. Et ces gens-là ont été ça, et c'est vrai que ça a été pour moi une rencontre très, 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 très bouleversante. Est-ce que ce n'est pas ce que tu as ressenti un peu au contact de Roland Topor? Il en était un cousin. C'était pas exactement ça, il en était un cousin, mais Roland Topor, je l'ai rencontré chez Arrabal, parce que avant d'écrire des pièces, quand on était un très jeune metteur en scène, à l'époque, il était absolument obligé de monter une pièce d'Arrabal si on voulait avoir le statut d'homme d'avant-garde. Et Roland, je l'ai rencontré là, on est devenu, on ne s'est plus quitté pendant des années, mais la première fois que je l'ai rencontré, je me souviens, on dînait chez Arrabal, il est arrivé et il a dit « je me sens pas très bien ». Et elle m'a dit « qu'est-ce que tu as ?» Et il a répondu « je crois que j'ai du pu dans le cerveau ». Et là, je n'ai pas pu bouffer, j'ai envie de rigoler, c'est-à-dire que j'ai pas pu l'image m'a terrifié. Voilà. Donc c'était quelqu'un, et puis il éclatait de rire après, évidemment, qui balayait toute possibilité d'être dans le... Voilà. Mais enfin, c'était quand même un des chantres du mauvais goût qui transformait tout le temps en art, en beaux-arts, en faisait de l'art. Bon. Et après, c'est vrai que Roland, il était évidemment beaucoup plus proche de ces gens-là que d'autres que je ne citerai pas. Omphalos Hotel, mis en scène par ton ami Michel Berthaud. C'était un cadeau de mariage. Comme on avait fait une compagnie ensemble, j'avais dit je monte toujours mes pièces la première fois, j'accompagne l'enfant jusqu'à ce qu'il marche, mais là, vas-y, monte là.
décor et costume une fois encore de Cocos, musique de Carlos D'Alessio. Magnifique musicien. Bah oui, India Song. India Song, absolument. C'est lui. Oui, absolument. Et alors là-dedans, de nouveau Jean-Paul Muel, Roland Blanche, Fred Persson, Pierre Baton, Claude de Guyane. À Chaillot, oui. C'est Chaillot, en 1975 donc. C'est une pièce, c'est un projet plutôt, un enjeu compliqué, Omphalos Hotel. C'est une pièce difficile à résumer. J'aimerais que tu nous dises quel était ton propos en écrivant ce... D'abord, j'ai rarement un propos. Quand tu t'y mets, il y a un jour où tu t'es assis à une table et tu as commencé d'écrire des répliques. Oui, mais si tu veux, peut-être que c'était parce que dans un embouteillage, j'ai entendu une voix qui m'a amusé, je l'ai noté. Et je me dis pas, tiens, j'ai écrit un truc pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, non. C'est un peu comme un nuage qui se remplit, puis tout d'un coup, ça pleut. Alors évidemment, comme on est rempli de quelque chose qui existe, ce qui pleut a un sens au bout du compte. Mais j'aime pas quand... Je me souviens, j'ai écrit cette phrase définitive, quand je vois le sens apparaître, j'arrête d'écrire. C'est quand tout d'un coup, je suis quelqu'un qui commence à avoir une vision, qui commence à donner des leçons, à dire ce qu'il faut faire, quand le sens apparaît, j'aime pas du tout ça. Je veux toujours être spectateur et surpris de ce que j'écris, sans comprendre vraiment où ça en va. Parce qu'à partir du moment où on comprend, quand on comprend, comprendre, c'est déjà mauvais signe, parce que c'est pas terrible si on comprend. C'est plutôt ce qu'on ne comprend pas qui est plus excitant à suivre. Donc quand je ne comprends pas et que ça m'épate, là je suis. Donc Omphalos Hotel, en effet, c'est quelque chose qui, si on devait aujourd'hui, une fois que j'ai terminé le résumé, c'est comment deux jeunes gens sont exclus d'une manière définitive de notre société. Il y a une société qui existe, qui est je crois, artistique, qui est de tous ces gens en vacances dans un hôtel du bord de la mer froide du bord du Nord. Et tout d'un coup, il y a deux jeunes gens qui veulent demander du travail, et ils vont finir par être tués. Ils vont finir par être tués physiquement par ces gens-là parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne sont pas pareils, etc. Alors il y a des bourgeois, il y a des hommes d'affaires, il y a un docteur, il y a des tas de gens qui sont il y a une petite femme de chambre voyante qui lit dans les draps des gens parce qu'elle voit comme ça dans leurs humeurs qui sont restées dans les draps. Voilà, espèce de monde. Et tout d'un coup, mais il y a deux jeunes types qui viennent chercher du travail, qui étaient Pierre Maxence et Roland Blanche, et qui vont être tués. Ils vont être tués parce que, voilà, c'est probablement le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés pour la vie que la majorité a installée. C'est-à-dire par cette société qui nous semble, une fois, voilà, cette réalité, je le dis souvent définitive, on nous dit qu'il faut regarder la réalité en face et c'est comme ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais il se trouve que c'est quand même la majorité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, vous êtes dans le jeu, il faut savoir le jouer. Alors, vous aurez quelques poésies et quelques trucs qui vous permettront d'en divaguer un peu, mais non. Et il y a des gens qui ne sont pas équipés pour vivre dans cette histoire-là. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais écrit cette pièce sur Gérard de Nerval qui s'appelait On loge la nuit, café à l'eau. Parce que je pensais aussi que c'était quelqu'un qui n'est évidemment pas équipé pour vivre dans cette rationalité insupportable qu'on nous inflige tous les jours. Et je pense que ce qui m'intéresse, si je devais prendre un peu de recul sur ce que j'arrive à écrire parfois, c'est pour lutter contre ça. C'est pour dire qu'il y a d'autres endroits et qu'il y a des gens qui sont construits et qui sont fabriqués pour vivre dans d'autres endroits. Et que les endroits dans lesquels on nous oblige à vivre, sous prétexte que la religion, la société, les droits de l'homme, je ne sais pas quoi, ce n'est pas forcément les endroits totalement faits pour les humains. Il y en a d'autres qui peuvent vivre ailleurs. Mais ceux-là perdent en général. Et c'est exclus. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup les brèves de comptoir, parce que ce sont des exclus. Et le seul endroit où ils peuvent vivre, par exemple, faire ce petit saut, ils peuvent vivre dans un bistrot. Et je trouve que les gens pas équipés, vraiment les gens qui voilà, ils n'ont pas le code, ils ne sont pas habillés pour, on les jette à la mer et ils sont habillés en montagnard, alors qu'ils n'ont pas le costume. C'est ces gens-là qui m'intéressent, c'est ces gens-là qui me touchent, c'est ces gens-là qui me bouleversent même. Et voilà. Donc dans Omphalos Hotel, c'est, je crois, après avoir relu la pièce, je n'étais pas tout à fait sûr de comprendre ce que je disais, mais en tout cas, ces gens que je faisais vivre
c'était ceux-là. C'était des gens qui n'étaient pas faits pour la valse lente ou rapide, qui est la société dans laquelle on essaie de vivre. J'entends très bien que tu n'aies pas de propos concertés lorsque tu prends la plume, et on connaît ton goût pour ce qui n'est justement pas le sens commun, ou l'acception commune des rapports. Bon, mais enfin, ce que tu viens de proférer, on peut parler de ce mot-là, qui est un discours politique, au sens le plus large du terme, se retrouve effectivement dans Omphalos Hotel, et tu essaies de marier le poétique et le politique. C'est pas pour faire à mon tour des assonances que je dis ça, mais c'est absolument la vérité. Non, mais je sais rien. Je sais rien. Je sais pas de faire de la poésie, je sais pas de faire de la poésie. Non, mais tu y arrives, peut-être, mais mieux. Le résultat, c'est qu'on voit... C'est à toi de le dire, mais je ne fabrique pas mes histoires. Malheureusement, je ne les fabrique pas. Tu les écris. Oui, mais je ne les fabrique pas. Elles s'imposent à toi. C'est Giraudoux qui disait qu'à certains moments, ce sont les sujets qui s'imposent aux auteurs et pas le contraire. Oui, ce ne sont pas les auteurs qui les choisissent, c'est l'inverse. Bon. Et il me semble que... C'est surtout les personnages que vous entraînez. Chez toi, oui. Enfin, on n'est pas là pour faire de l'histoire littéraire, mais il me semble que ce mariage du poétique et du politique, que d'autres ont tenté avant toi, Brecht par exemple, quand c'est réussi, c'est plutôt pas mal chez Brecht, Arthur Ovy. C'est très bien, moi je ne me sens pas du tout brechtien, mais si tu veux faire la comparaison, je suis flatté. Non, je dis que d'autres ont essayé avant toi. Oui, oui. Bon, je ne compare pas, je rapproche. Nuance. Ça ne t'empêche pas de continuer dans une veine qui est strictement comique, qui est celle de la pochade, et quelque chose que tu vas illustrer d'ailleurs à la télévision dans Merci Bernard d'abord et dans Pallas ensuite. Il y a un texte que je trouve tout à fait... C'est pas des pochades. C'était si Merci Bernard, pardon de te couper, mais si Merci Bernard et Pallas ont eu quelques raisons d'exister, quelques succès, c'était extrêmement écrit. C'est des petites nouvelles qu'on écrivait avec Topor. C'était pas du tout des pochades. Pourquoi les pochades ne seraient pas écrites? Elles le sont. Non, une pochade, écrite par Feydeau, c'est formidable. Non, mais pas. Non, je veux dire, j'ai rien contre les pochades, et j'ai rien contre rien, et j'ai rien contre l'inachevé, et j'ai rien contre le superficiel. Mais, en l'occurrence, on écrivait beaucoup. Et d'ailleurs, ça a été édité. C'est-à-dire qu'on voulait que ce soit des vraies histoires, des textes, comme ça, on était un peu prétentieux, mais on voulait que ce soit écrit. Et je pense que c'est ça qui a permis de marcher. Parce que les gens, finalement, et même ce qu'on appelle l'audimat, ils sont plus sensibles, finalement, à quelque chose d'écrit qu'à quelque chose de pas écrit. Après, ça a dérivé avec la télé-réalité qui n'est pas le cas. Enfin, à l'époque, c'est comme ça. En 90, Jacques Villeray interprète à Bobino un certain nombre de textes que tu as écrits, dont celui-ci qui s'appelle « Ça fait peur, non ?» J'aimerais bien que tu en lises le début. Oh, tu crois? Ah, mais je trouve ça, oui, c'est très fort, et si on se souvient de ce qu'était Villeray sur un plateau, encore plus. Mais lui, il avait le génie, alors il avait le génie de le jouer. Non, mais, tu as choisi ce texte-là. Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors en forme ?» Je leur réponds, je leur dis « Oui, ça va bien, ça va très bien. » Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier, je jette un œil, elle n'y était pas, juré. Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête. » Quoi dans ma tête? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Et à chaque fois que j'arrive en voiture au carrefour de l'Opéra et que c'est à moi de passer, tac, le feu passe au rouge. C'est dans ma tête peut-être ça? À n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, dès que ma voiture approche du feu, tac, rouge. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin arrête un peu, tu lis trop. Non, justement, je lis plus. Voilà. Plus un mot, plus une ligne, plus rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien, c'était dans le train. Je m'en allais là à Stuttgart, en Allemagne. Stuttgart, je sais pas, bon. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'étais au bas de la page 73, je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsan avec une envie mourir. Passionné, je tourne la page, quand c'est drôle on dévore, et là, ma respiration s'arrête net, je n'invente rien.
Il manquait la page. Il manquait la page 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert là. La 74 disparue comme ça, sans explication, le trou béant, en plein milieu d'un récit, le précipice, ou emporté par l'histoire, j'aurais pu tomber, disparaître. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la... Je ne regrette pas d'avoir choisi ce texte et de t'avoir demandé de le lire. Jacques le faisait très bien. Ouais. Oui, certes, mais il faisait tout mieux que nous, mais c'est un acteur de génie, c'est sûr. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y a Ultime Bataille aussi, qui a joué Tony Marshall. Bon, on va pas s'arrêter. Ça, c'était, non, Ultime Bataille, c'est un texte d'ailleurs que Dussolier, vous maintenant, m'a demandé de mettre au masculin, mais Ultime Bataille, en vérité, n'est pas un texte isolé. Ultime Bataille, c'est la première rencontre de travail qu'on a fait avec Roland Topor. On a voulu faire une pièce à 4 mains. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'est dit, on voudrait faire une pièce à la montagne, une pièce à la mer et une pièce à la campagne. Voilà. On est parti de ça. On a pleuré de rire, enfermé chez lui pendant 15 jours et on a fait 5 batailles. Et on s'est dit, bataille et le titre, on avait choisi ce titre bataille parce que c'est le titre qui peut être donné à toutes les pièces qui existent au monde. C'est-à-dire, Henri II peut s'appeler Bataille, les femmes savantes peuvent s'appeler Bataille, puisque évidemment le conflit est le cœur de l'art dramatique. Et Bataille, Ultime Bataille, est une des 5 batailles écrites, enfin, on en a écrit 3, ou j'en ai écrit 3, il en a écrit 2. Ça a été la première fois qu'on a travaillé avec Roland, et on a une discussion formidable avec le début de Bacri, de Corsan, etc. Ça a été une formidable épousaille avec Roland Topor. Là, on a été vraiment très ensemble parce qu'on a travaillé chez lui. Il y avait un huissier qui était là tous les jours, qui venait lui prendre des trucs et qui s'asseyait derrière nous. Il s'appelait Monsieur Bellamy. On lui disait, mais non, restez là, puis ça vous amuse. On croyait qu'il allait lui faire après des grâces, ce qu'il n'a pas fait. Et on est resté 15 jours chez lui, rue de Boulainvilliers. On a écrit ça. Et c'est vrai que cette pièce, après, c'est joué beaucoup. Mais ça c'est de la rencontre avec Topor. C'est écrit à l'Athénée en 1983. C'est un monologue qui commence de la sorte. Non, c'est 5 pièces. Hein. Oui, mais je parle là de celle-ci, en particulier, de Ultime Bataille. Je te dis... Ah, tu vois comme tu es. Non, mais parce que... Non, c'est d'ailleurs... Non, vas-y. Voilà, alors... Non, mais tout le monde... Enfin, beaucoup de gens connaissent ce texte. Non. Un jour de septembre, il s'achève. Bon. Un jour de septembre, il s'achève. Une jeune femme est assise, un châle qu'elle agite de temps en temps pour se protéger de la fraîcheur du soir, lui recouvre ses épaules. Son visage est imperceptiblement animé par l'exaspération lasse de quelqu'un qui écoute pour la 100e fois la même histoire. Au bout de quelques instants, avec la voix douce et décidée d'une femme qui veut en terminer sans éclat, elle interrompt son interlocuteur. Guy, non, Guy, s'il te plaît. Maintenant, il faut que je rentre. Si, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, je ne suis pas cruel, Guy, j'essaie simplement... Comment? De filer en douce? Oh, Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécu ensemble par une sortie ratée. Si, nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai. J'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu te mérites. Moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Non, mais tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu souffles comme un bœuf. Et ce n'est pas toujours simple de te suivre. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante, mais comprends que pour moi, non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais que nous ne sommes pas au même point. Moi, je suis assise là et toi, tu es accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Si, j'ai dit les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accroché par les mains, les pieds dans le vide. Mais Guy, tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison, lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les 2 partenaires soient au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre et toi, tu lâches. Et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais il ne vaut-il pas mieux en finir, avoir mal un grand coup et puis c'est fini, que de nous séparer en nous déchirant à petit feu.
Et regarde dans quel état tu es, Guy, tu es violet, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bas suppurent. Vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir? Eh bien, moi, je les vois. Et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies. Guy, il fait froid, ce n'est pas raisonnable, on va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands. Lâche. Quoi, je n'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de me dire? Je n'ai qu'à rentrer? C'est ça? Ben, tu ne demandes pas culot. Et toi, dans ce temps-là, tu resteras là. Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise avec sans cesse cette pensée dans la tête? Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air? Oh pardon, c'est ta main, c'est sur ta main que j'ai marché. Oh non, Guy, je t'assure, ça ce n'est pas mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. À force de parler, la nuit tombe, il fait noir, je n'ai pas vu ta main. Où es-tu? Bon, voilà. Ontologie de l'humour noir, hein. Tu parlais de Breton tout à l'heure, c'est absolument ça.